cette première vidéo qui s'adresse évidemment à ceux qui participent à l'expérience d'Ibiza, comme à ceux qui vont commencer à rentrer dans cette expérience d'Ibiza, va redéfinir les concepts, les bases sur lesquelles repose l'expérience d'Ibiza. Alors, cette expérience d'Ibiza a été lancée par Steve Nietepeko Paradis en 2018 et elle a pris toute son ampleur, sa dimension, à partir de mars 2020, où nous sommes rentrés dans une turbulence sociétale. On nous parle de globalisme, d'un nouvel ordre mondial. D'un côté, vous avez le Forum économique mondial avec une vision très totalitaire de la société, puis de l'autre, vous avez les souverainistes. Alors, faut-il donner son pouvoir à un quelconque individu sauveur ou au contraire utiliser nos propres ressources? Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord revenir sur les bases de, comme j'ai dit, de l'expérience d'Ibiza. Tout d'abord, la notion de masse critique. Certains d'entre vous ont certainement entendu des gens dire: «Oh, il faudrait qu'on soit plus conscient en nombre, il faudrait plus de gens acteurs sociaux du changement». On parle de masse critique. Alors, la notion de masse critique est née avec la physique nucléaire, la mise au point de la bombe atomique. C'est la quantité d'uranium fissible qui est nécessaire pour avoir une réaction en chaîne et qui aboutit à une explosion. S'il n'y a pas assez d'uranium fissible ou il y en a trop, bah, dans un cas, en cas de manque d'uranium fissible, bah, la réaction chaîne ne se fait pas, il n'y a pas d'explosion. Et dans l'autre cas, eh bien, on ne peut pas la contrôler. Et une bombe non contrôlable est quand même embêtant. Alors, la notion de masse critique repose, comme vous l'avez compris, sur la notion de matière. Mais est-ce que la vie repose uniquement sur la matière et l'énergie? De plus en plus, de nombreux scientifiques issus de différentes disciplines, je vais prendre en particulier la biologie. La biologie considère qu'une cellule, c'est un triple flux échangé en permanence de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de matière, d'énergie et d'information. Alors, comment définir cette information? Donc, la meilleure définition est celle donnée par le mathématicien Norbert Wiener qui nous définit ainsi l'information. L'information n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette masse et de cette énergie pour être véhiculée. En quelque sorte, la matière et l'énergie n'est que le véhicule de l'information. C'est la valeur ajoutée et sans l'information, ben, il n'y aurait pas la vie. Par exemple, si on prend le développement d'un embryon après la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, ben, il y a tout un programme qui se met en place où les cellules sont guidées par cette information et c'est tout le programme embryologique. Il y a bien une notion d'information. D'ailleurs, on a du mal actuellement à comprendre l'embryologie, qu'on a souvent considérée comme causale alors qu'elle est descriptive parce qu'on n'a pas une vraie théorie de l'information. Alors, l'information, existe-t-elle, pardon, dans les sciences humaines? La réponse est oui et j'ai pris appui sur une étude qui a été menée par 2 femmes, Erika Chenoweth, qui est professeure de politique à Harvard, et Maria J. Stephan, qui est ex-directrice sur l'action non violente de l'Institut de la paix aux États-Unis. Alors, ces 2 femmes ont étudié 323 conflits qui se sont étalés entre 1900 et 2006, soit 106 ans, conflits qui avaient pour but de changer les orientations politiques dans différents endroits du monde, et en particulier, il y a une grosse étude sur les États-Unis. Elles sont arrivées à la conclusion que les mouvements qui avaient plus de chances de réussir devaient être non violents et impliquer uniquement 3,5% de la population. Donc ça va dans le sens d'une information critique. Et en plus, les mouvements non violents drainent 4 fois plus de gens que les mouvements violents. Alors, cette étude insiste bien sur la notion d'information critique. Si on pense à une rumeur, il y a une étude d'Edgar Morin, le sociologue,
qui montre qu'il y a une rumeur dans les années 60 à Orléans, comme quoi les adolescentes qui allaient dans un magasin de vêtements disparaissaient pour être vendues pour la traite des blanches, comme on appelait ce trafic à l'époque. Et donc, c'est une rumeur qui s'est développée et qui a contaminé plusieurs villes. Vous voyez, je parle de contamination. Donc, il y a bien une progression. Là aussi, c'est une information critique. Alors, qu'en est-il de l'information ou des changements de société, parce que c'est les changements de société que nous abordons en physique. Alors, en physique, quand on passe d'un état A à un état B, il y a souvent une transition. Par exemple, si on prend l'eau, tout le monde sait que l'eau, lorsqu'elle est chauffée à 100 degrés, elle passe à l'état de vapeur et quand elle est refroidie à 0 degré, elle se transforme en bloc de glace. Alors comment ça se passe? Bah, c'est typiquement une transition de phase où l'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur ou à l'état solide. Si on part de l'eau, il y a 100 d'eau, mais si on refroidit, on atteint progressivement 0 degré, qu'est-ce qu'on constate? Avant d'atteindre 100 de blocs de glace, il apparaît des petits domaines qu'on appelle centres de nucléation, qui sont des petits domaines de glace dans une majorité d'eau. Et puis, la température continue à baisser et les premiers petits clusters de glace entraînent l'émergence d'autres clusters, selon un mode plus rapide. Et plus le nombre de clusters augmente, plus les prochains clusters émergent rapidement. Puis il arrive un moment donné où tous ces clusters fusionnent pour donner un bloc de glace. Donc on est passé de 100 d'eau liquide à 100 d'eau solide. C'est la même chose si on chauffe l'eau. Il apparaît comment dirais-je, des clusters de gaz dans une majorité d'eau. Et puis progressivement, ces petits domaines de gaz augmentent, fusionnent pour donner 100 de vapeur. Donc on est passé d'un état liquide à un état solide, à un état de vapeur, c'est ce que j'appelle une transition de phase. Ben, c'est exactement ce qu'on veut obtenir actuellement, c'est-à-dire une transition sociétale, passer d'un ordre à un ordre. D'ailleurs, on nous a souvent mis en avant ce proverbe ordo ab chaos, du chaos naît un nouvel ordre, c'est le fameux nouvel ordre mondial. Alors, on a vu qu'on pouvait substituer à la notion de masse critique la notion d'information critique. On a vu que quand on a une transition de phase dans le domaine de la physique, eh bien, il apparaît des petits domaines qui sont déjà la future nouvelle phase à venir. Et donc, ça nous montre que il faut peut-être changer notre paradigme. Le paradigme qui nous a fait croire que tout était basé sur la matière. Mais est-ce que la matière est aussi importante que ça? Et puis, en matière de sciences humaines, effectivement, il faut des petits clusters qui émergent et qui vont augmenter l'émergence des autres clusters. Alors, j'ai parlé de la physique. En biologie, euh, il y a aussi ces notions de clusters. Et j'ajouterais un nouveau terme, c'est le terme de coopérativité. C'est-à-dire que dans les transitions de phase que j'ai évoquées, qui amènent l'eau à devenir vapeur ou glace, eh bien, il y a un phénomène de coopérativité, c'est-à-dire les clusters coopèrent entre eux et ça accélère l'émergence de la phase finale. Ben, on a la même chose en biologie. Nous respirons grâce à l'air qui contient de l'oxygène. L'oxygène est fixé par une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Chaque globule rouge comporte 280 molécules d'hémoglobine. La protéine en question, je viens de la nommer, c'est l'hémoglobine. Elle est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Donc, lorsque la première molécule d'oxygène se fixe sur un site, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation encore plus de la troisième. Et les trois fixés accélèrent encore plus rapidement la fixation d'une quatrième. Et à ce moment-là, l'hémoglobine a atteint son degré de saturation. Donc on retrouve cette notion de coopérativité.
Alors l'idée de l'expérience d'Ibiza, c'est de prendre, appui sur l'île d'Ibiza, qui comporte actuellement 150 000 personnes. Si vous en prenez 3,5, ça fait 5 600 personnes, et de faire en sorte que cette île puisse jouer le rôle de, 1er cluster ou de premier centre de nucléation, qui va entraîner par coopérativité l'émergence d'autres centres de, nucléation ou de clusters. On ne sait où, mais, on sait que, le prochain cluster ou les prochains clusters seront plus gros. En tous les cas, il faut qu'il y ait un premier cluster qui émerge pour que ça laisse émerger les autres clusters. Alors, on a redéfini la notion, d'information. On a abouti à la conclusion qu'il existe une information critique, que cette notion d'information critique, on peut l'appliquer à des mouvements de revendication, donc aux sciences humaines. On a vu que, 3,5 c'est pas énorme, mais quand même, si on prend les États-Unis, ça fait 11 millions de personnes, en France, ça fait, 2,5 millions de personnes, et on peut multiplier les exemples. Le fait d'avoir un petit cluster, avec 150 000 personnes, bah, c'est, le cluster minimaliste qui permet de faire émerger le premier processus impliqué dans cette coopérativité. Alors, je vais maintenant, introduire un changement de paradigme. On est dans une période où on parle beaucoup de changement de paradigme, mais je vais en introduire un, c'est le paradigme du temps. Donc on a tous reçu comme, éducation que le temps, c'est quelque chose qui s'écoule. On peut le représenter par une droite avec une flèche au bout, ce qui indique que l'écoulement du temps est unidirectionnel. Alors, il y a eu, de nombreuses tentatives de définir le temps. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait. C'est l'ordre des choses qui se succèdent. On peut dire aussi, c'est, la meilleure façon qu'a trouvé la nature pour empêcher que les choses ne se passent d'un seul coup. Mais toutes ces définitions sont plutôt des métaphores incapables d'exprimer la véritable intégrité du temps. Elles ne sont pas de véritables définitions, puisque finalement, une définition ne doit pas utiliser ses propriétés. Alors, on peut considérer que le temps, c'est quelque chose qui s'écoule sans trop savoir le moteur qui amène le temps à s'écouler. Ce qui s'écoule est fait d'une durée qui peut être de secondes, de minutes, d'heures, de semaines, de siècles, de milliers d'années, de millions d'années, voire de milliards d'années. Mais actuellement, la physique, la plus en pointe commence à, renoncer à un temps unique, unidirectionnel, au profit, de temps, au pluriel. D'ailleurs, temps, ça vient du latin tempus, il y a un S. Les mots trahissent parfois ce qu'ils ne peuvent plus dire. Et donc on peut, au moins conceptuellement, admettre qu'il puisse exister des temps qui s'écouleraient plus lentement que le présent et des temps qui s'écouleraient plus rapidement que le présent. Un temps qui s'écoule plus rapidement que le présent, on va l'appeler un passé potentiel. Potentiel parce qu'il n'a pas encore une incidence dans notre présent. Et un temps qui s'écoule plus rapidement que notre présent, on va l'appeler futur potentiel parce qu'il n'a pas encore une incidence sur notre présent. Finalement, on peut donner une nouvelle définition du temps. Le temps, c'est une oscillation entre des passés potentiels ou des futurs potentiels, et il faut des êtres conscients, que nous sommes, plus ou moins conscients, pour aller connecter un passé potentiel ou un futur potentiel et qui va donner un présent. Donc le temps, c'est l'actualisation d'une potentialité. Alors, j'ai parlé d'un temps unidirectionnel. Par exemple, en physique quantique, il n'y a plus de flèches. On s'est rendu compte, avec grande surprise, que lorsqu'on interroge une particule au présent, on peut changer son passé. On s'est rendu compte aussi qu'il pouvait y avoir, ça c'est connu depuis longtemps, un futur qui anticipe le présent. Finalement, en physique quantique, le temps peut avoir un écoulement bidirectionnel. On supprime donc la flèche. On peut avoir un futur qui s'écoule avant le présent ou un présent qui change le passé. Donc,
le but de l'expérience d'Ibiza, c'est de changer, l'orientation de la civilisation parce que je pense que tout le monde veut la même chose, vivre, selon des valeurs qui lui sont propres, la liberté, le partage des connaissances, la bienveillance et non pas, vivre dans un monde soumis aux forces financières où on perd son temps à gagner sa vie et l'argent qu'on a gagné, on le, perd à essayer de survivre dans un EHPAD, lorsqu'on arrive à la fin de sa vie. On attend autre chose, de la vie. Puis la plupart des gens n'ont plus de sens à leur vie. Donc le but, c'est de retrouver du sens, un plaisir de vivre ensemble. Je dirais même un art de vivre ensemble, et c'est pour ça qu'il faut attirer le futur, avant le présent. Alors, le poète Maria Rainer Rilke disait: «Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place». Donc le cinéma nous a amenés à les connecter des futurs, pensez à des films comme Matrix qui nous ont amenés dans notre présent le futur qui était véhiculé par la fiction. N'oubliez pas que quand vous êtes au cinéma, vous êtes dans une pièce, noire avec des personnages bien plus grands que vous et vous avez une perméabilité psychologique. Alors si on admet que le futur peut précéder le présent, eh bien ça veut dire qu'on peut attirer à nous le futur, qui, nous correspond le plus et c'est une histoire, presque de résonance. D'ailleurs, en physique quantique, on parle d'intrication, c'est-à-dire que le futur est intriqué au présent. Donc c'est à nous de nous intriquer à un futur. En physique quantique, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, la physique quantique est appelée la science des potentialités. Il n'y a pas un futur, mais de multiples futurs. Donc le futur étant multiple, pourquoi aller choisir le futur qui fait le jeu des forces financières, alors qu'on pourrait aller chercher un futur qui ferait le bonheur de la plupart des gens, puisque la plupart des gens veulent vivre en bande entente avec leurs condisciples et non pas être en guerre. Alors, une des propriétés de cette théorie que j'ai appelée la théorie du dédoublement, théorie que j'ai développée, et qui permet, entre autres, de redéfinir la physique quantique et d'avoir une application, l'expérience d'Ibiza étant l'une de ces applications, c'est que, la multiplicité des temps entraîne que chaque être inerte ou vivant est dédoublé. Ça veut dire quoi dédoubler? Ça veut dire que, je suis, vous êtes, ici incarné, mais, simultanément, il y a une autre partie de vous qui vit dans un autre espace-temps. Alors, être incarné, ça veut dire qu'on est dans un espace-temps où le temps s'écoule à une certaine vitesse et notre double, c'est-à-dire nous, dans un autre espace-temps, nous sommes associés à un temps qui s'écoule plus, lentement que le temps de l'incarnation. D'une façon générale, ce double, c'est un double informationnel, on retrouve la notion d'information. Il n'étant pas incarné, il est en relation avec la multiplicité des passés et la multiplicité des futurs. Il ne peut pas dire comme nous incarnés: «Je suis». Il peut dire: «J'étais» ou «Je serai». Ce qui fait que nous formons un tandem entre nous qui sommes incarnés et qui vont agir sur la matière et lui qui peut, être en relation avec la multiplicité des temps passés potentiels et futurs potentiels et c'est un partenaire, de vie, nous sommes notre propre partenaire en quelque sorte, qui nous permet d'aller sélectionner les meilleurs des futurs, potentiels, compte tenu du passé. Et donc souvent, vous savez, on fait des choix dans la vie, puis on s'aperçoit quelques années plus tard que les choix qu'on avait faits ne sont pas les bons. Peut-être que le choix qu'on a fait est un futur qui n'est pas ajusté sur notre passé. Et donc le futur, ajusté sur un passé, bah, nous permet, de faire venir dans notre présent la meilleure des potentialités. Alors notre double, bah, essaye, de nous permettre d'actualiser ici-bas la meilleure des potentialités et nous, en l'actualisant, nous l'aidons aussi à vivre au mieux. Donc c'est vraiment un partenaire, c'est une co naissance en quelque sorte, puisque grâce à lui, nous naissons à la vie incarnée et on lui permet de naître dans son espace-temps. Alors
En résumé, pas besoin d'une masse critique, il suffit d'une information critique. Cette notion d'information critique, on la retrouve en biologie. J'ai cité l'embryologie. La plupart des physiciens, admettent aussi que, la physique sans la notion d'information, il n'y a pas vraiment une théorie de l'information, est un peu bancale. Et pour les biologistes, la vie, c'est un triple flux de matière, d'énergie et d'information. On a vu aussi que le futur peut précéder le présent, qu'on peut sélectionner le futur qui nous correspond au mieux, et pour ça, nous avons un atout, c'est-à-dire un double qui nous permet d'actualiser dans notre présent la meilleure des potentialités. Alors, depuis la nuit des temps, l'humanité est en recherche, d'interventions divines qui pourraient nous aider ou de chefs charismatiques, d'hommes providentiels. Je crois qu'il faut aller chercher en nous nos ressources. Heu, nos ressources, elles sont de taille puisque nous avons un double qui est la puissance d'une étoile, et donc les méditations que, je propose dans l'expérience d'Ibiza Rise Up, ça consiste ressentir, et c'est vraiment un ressenti, le meilleur des futurs potentiels dans lequel vous voudriez vivre avec délectation chaque jour, et puis de demander à votre double de vous aider à les actualiser, en lui demandant qu'il actualise ce qui lui semble bon pour lui. Donc on n'impose pas, mais on propose, et c'est lui qui disposera. Alors notre double, c'est un être, qui, est en la recherche d'émotions hautes, l'amour, la bienveillance, heu l'équilibre, et non pas quelqu'un qui cherche, à vivre dans un chaos. Donc on peut lui faire confiance pour aller sélectionner les meilleures des, potentialités. Alors voilà, la première vidéo que je destine aux gens qui sont déjà engagés dans l'expérience d'Ibiza, comme j'ai dit, et ceux qui vont y rentrer. Vous aurez les socles, le socle, les bases fondamentales de cette expérience d'Ibiza. Je vous remercie de votre attention.